heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans ce spécial débat qui reçoit pour vous Clément Kankou. Clément Kankou est président de son parti, le MR, qui est dans l'Union Sacrée. Et avec lui, nous allons parler, mesdames et messieurs, de plusieurs sujets d'actualité. Il va essayer de nous donner son point de vue et de faire peut-être une petite projection parce que l'actualité semble très très sombre ces derniers temps. Très heureuse d'être avec nous, Clément Kankou. C'est partagé, madame. Clément Kankou, proche de l'Union Sacrée, ou dans l'Union Sacrée, je voulais le dire, donc proche du chef de l'État. Mais jusqu'à aujourd'hui, 3 ans après, beaucoup de gens ne parviennent toujours pas à connaître la vision du chef de l'État ou la vision de l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui vous a attiré d'être dans l'Union Sacrée? Je dois d'abord, pour la petite histoire, rappeler que longtemps avant que le chef de l'État puisse se prononcer sur cette question, nous étions parmi les premiers, à travers une communication que nous avons faite. Je me rappelle que c'était le lendemain de l'indépendance, je pense, de la fête de l'indépendance, où nous avons demandé à l'ensemble du peuple congolais de se réunir autour du chef de l'État à travers une union sacrée. Je pense peut-être que nous étions les premiers à le dire à ce moment-là. Quand nous l'avons dit, d'autres personnes nous ont traités de nostalgiques, mais à la fin, ils ont compris qu'on n'était que des précurseurs. Pourquoi nous avons parlé de l'union sacrée, madame? L'union sacrée, pour permettre à toutes les filles et les fils de ce pays de se mettre autour d'un idéal, autour des valeurs, autour des principes. Et ces valeurs, pour nous, ne pouvaient tourner qu'autour de l'intérêt de ce peuple. Nous avons tous caressé l'idée de ce slogan qui disait « le peuple d'abord ». Et ce slogan cadre avec ce que nous avions comme pensée à l'époque, c'est-à-dire qu'on travaille dans l'intérêt du peuple. Ça veut dire quoi? On met le peuple au centre de notre action. Tout ce que nous allons mener comme action ne peut avoir comme finalité que l'intérêt de ce peuple. Et quand nous avons vu que le chef de l'État, dans son ancienne coalition, battait de l'aile, nous avons pensé qu'il était temps de créer une nouvelle pas une coalition, mais une nouvelle dynamique qui allait permettre aux uns et aux autres d'évoluer dans un esprit, je dirais, dans une vision commune. C'est-à-dire, on va ensemble pour un intérêt commun. Parce que nous avons vu, hein, les chefs de l'État prenaient des décisions, les membres du gouvernement, d'autres se reconnaissaient à travers leur autorité morale. Cette cacophonie, on ne pouvait pas avancer avec ça. C'est comme ça que nous avons pensé. Et nous avons, en son temps, formulé ces souhaits et nous avons vu. Nous étions surpris qu'un jour, le chef de l'État demande à ce qu'il y ait une union sacrée. Bon, surpris, c'est une façon de parler. Nous savions quand même qu'à un moment, il y avait des tractations pour avoir cette dynamique de l'union sacrée et ça nous a réjouis. Et aujourd'hui, c'est vrai que la difficulté est celle de montrer quelle est l'union sacrée parce que le chef de l'État avait fait un discours où il avait énoncé une certaine, je dirais, un chapelet des intentions qui étaient les siennes et qui représentaient notre vision aussi. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, les gens peuvent à un moment devenir impatients parce qu'ils se disent qu'on nous a promis ceci, mais nous n'arrivons toujours pas à atteindre les objectifs. Mais nous disons que la patience, parfois, peut s'expliquer dans la mesure où nous sortons quand même d'une vingtaine d'années de gâchis, je dirais pratiquement comme ça, sans compter les 32 ans précédents. Il faut que chacun de nous s'y mette pour que les attentes de ce peuple soient rencontrées. Clément Kankou, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup disent que vous justifiez votre échec, entre guillemets, ou l'échec du gouvernement aujourd'hui, par les 18 ans de Kabila. Et aujourd'hui, j'ai encore l'heureuse surprise d'entendre, on ajoute les 32 ans de Mobutu. Donc, en 2023, Clément Kankou, votre bilan, ça sera les 18 ans gâchés de Kabila? Parce qu'aujourd'hui, quand on tend le micro au peuple congolais, vous l'avez dit, que l'impatience bat son plein, les gens sont désabusés, les gens se disent, on ne pense pas à nous, c'est pas le peuple d'abord, c'est le ventre d'abord, parce que nous descendons sur le terrain, nous attendons cette population. Je vous pose carrément cette question. Votre bilan, ça sera quoi? Je crois que d'abord, il faut nuancer. Quand nous disons que nous sommes
nous partageons la même vision de l'union sacrée, nous ne sommes pas dans l'exécutif. Donc je crois qu'à ce stade, il faut quand même nuancer les choses. Okay. Nous avons levé l'option au sein du mouvement pour le renouveau d'accompagner le chef de l'État dans cette vision que nous partageons. Nous avons levé l'option de ne pas nous opposer au chef de l'État actuel. Nous faisons un travail de proposition et de critique. Parce que nous critiquons, absolument. Nous critiquons quand ça ne va pas. Okay. Nous n'avons pas hésité à critiquer la fameuse taxe RAM et nous continuons à la critiquer encore aujourd'hui. Et quand ça ne va pas, nous disons que ça ne va pas. Nous accompagnons donc le chef de l'État en proposant. Mais, madame, je pense qu'il est aujourd'hui difficile de tirer un bilan 3 ans après. Le chef de l'État a un mandat de 5 ans. Pourquoi ne pas attendre dans 5 ans pour lui poser cette question? Que nous allons aussi poser, nous aussi, parce que nous faisons partie de la population. Nous ne sommes pas aux affaires, nous accompagnons le chef de l'État, mais nous n'avons aucun pouvoir décisionnel. Moi, je demande aux gens d'attendre les 5 ans, qu'il épuise ces 5 ans. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être en train de préparer des choses aujourd'hui qui vont donner des résultats dans 2 ans. Alors que si on se précipite, comme j'ai toujours dit, un des plus gros gâchis que nous avons eu pendant ce régime, c'est les fameux sauts de mouton. Un projet inutile, qui a coûté de l'argent inutilement au trésor public et au finish, qui n'a produit aucun effet. Les embouteillages nous en sommes là. Nous l'avons dit en son temps. Parce que les gens se sont précipités, soi-disant qu'il faut faire un bilan des 100 jours. Je n'ai jamais été d'accord avec cette histoire de 100 jours. Le chef d'État a 5 ans. Pourquoi se précipiter pour créer des projets bidons pour justifier un bilan de 100 jours? Nous nous retrouvons avec des maisons préfabriquées qui ont coûté des dizaines de millions de dollars, mais qui n'existent même pas, parce que les gens se sont précipités là-dessus. C'est pourquoi j'ai dit, et je conseille à la population, de prendre ce mal en patience. C'est vrai, madame, je suis d'accord. Quelqu'un qui meurt de faim, c'est difficile de lui dire... C'est difficile de lui dire qu'il faut attendre. Mais parfois, il y a des passages obligés, dans des chemins tortueux, pour arriver à atteindre un objectif positif. Je dis encore, je répète, et ce n'est pas superfétatoire de dire que nous sortons quand même de 61 ans de gâchis. Et les 61 ans de gâchis, pourquoi vous parlez seulement de Kabila? Tout le monde a travaillé pendant ces 61 ans. Et aussi, il y a une part de responsabilité de ceux qui ont laissé les gens travailler pendant 61 ans. Parfois, on dit que le peuple ne mérite que les dirigeants qu'ils ont. Donc, je pense que c'est aujourd'hui, c'est le moment de se mettre autour d'une table. C'est comme ça que vous avez vu que nous avons organisé une activité il y a 3 semaines avec beaucoup de gens qui sont venus nous écouter, où nous avons parlé de l'unité nationale. Que le Congolais regarde dans la même direction. Nous avons des objectifs à atteindre et des défis à relever. Ce sont des défis qui touchent à l'ensemble du peuple congolais. La division a été à la base des maux que nous avons dû connaître dans ce pays depuis 61 ans. L'exclusion. Est-ce qu'une maison ou un peuple divisé peut aller de l'avant? Ça sera toujours la possibilité d'ouvrir la brèche à l'ennemi pour venir vous détruire. Donc je pense que l'unité aujourd'hui plus qu'avant, c'est vraiment l'occasion de le dire et de penser que nous devons regarder dans la même direction, trouver des solutions ensemble pour ce que nous avons comme Clément Kankou, est-ce que cette unité, peut-on refaire cette unité pratiquement en recréant, c'est peut-être une proposition, le parti-État? Parce que les gens disent, hein, ceux qui voient l'Afrique, ils disent la démocratie, c'est pas pour nous en fait. C'est pas pour nous la démocratie. Les Africains ne savent pas jouir de la démocratie aujourd'hui. Et peut-être nos pères d'indépendance, ou Mobutu, disons-le carrément, a compris cela et a créé le parti-État. Nous tournons tous autour d'un seul parti, un seul président, un seul chef. C'est peut-être ça. Il nous faut une dictature positive si l'expression existe. Puisque là, la démocratie, nous ne parvenons pas à gérer notre propre démocratie. Est-ce qu'au Ghana, il y a une dictature? Les choses se passent plus ou moins bien au Ghana. Il y a une démocratie bien ancrée. Pays anglophones, Zambie, les anglophones et les francophones, il y a vraiment une très grande différence, vous le savez. Oui, mais pourquoi les pays francophones d'Afrique n'émergent pas. Ce que nous vivons n'est pas une fatalité. Okay. Madame, c'est à nous, l'élite, de prendre nos responsabilités. C'est à nous de montrer la voie. Si nous, l'élite, nous mettons le peuple
où le pays, au centre de nos... J'ai dit le pays, nous voyons Congo. Chacun de nous ne doit pas regarder le bout de son nez, en se disant que le Congo, c'est l'affaire de tous. Nous devons avancer. C'est comme ça que je dis encore, unis, nous sommes forts. Divisés, nous sommes faibles. La preuve, aujourd'hui, vous avez tout ce qui se passe à l'Est. Nous allons parler tout à l'heure. Oui. Vous avez les gens qui vont... ça va dans tous les sens. Il y a même des gens qui souhaitent que nous puissions échouer, parce que tout simplement, ils ne sont pas aux affaires. Le Congo gagne. Mais il y a des gens qui prient, des acteurs politiques qui prient, même dans les réseaux sociaux, pour qu'on soit disqualifié. Qui peut comprendre ça? Incroyable. Que ton peuple, tu préfères sacrifier ce peuple, ton pays, parce que toi, tu ne te retrouves pas dans tes plans à toi. Donc je crois que nous devons tous avoir la vision de Salomon et privilégier un enfant qui est le nôtre, qui est celui de tous les Congolais. Cet enfant, nous devons le privilégier pour qu'on ne le perde pas. Cet enfant, c'est le président de la République. C'est le Congo, madame. C'est le Congo. Merci de cette nuance. Nous allons à l'Est directement aujourd'hui, parce que c'est vraiment ça l'actualité du moment. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, qu'il y ait plusieurs sons de cloche dans l'espace décisionnel de notre pays? Le porte-parole du gouvernement qui dit autre chose, le commandant de FRDC ou le porte-parole de FRDC dit autre chose. Et c'est un imbroglio total. En Ouganda, là-bas, on dit autre chose. Comment expliquez-vous que nous n'avons pas un seul son de cloche par rapport à cette mutualisation de nos forces armées pour combattre les ADF aujourd'hui? Vous savez, c'est quand même dommage. Je pense que mon frère Mouyaya, que j'aime bien, un garçon intelligent, brillant, pour des choses qui concernent l'armée, qu'il laisse le ministre de la Défense venir en parler. Parce que le ministre de la Défense est en phase avec des militaires comme lui. Le ministre de la Défense, c'est vrai que c'est le gouvernement, mais le ministre de la Défense peut mieux justifier les actions militaires. Je vois, c'est bien qu'on puisse défendre ou qu'on puisse présenter, qu'on puisse faire un travail de communication. Mais là, nous sommes dans une question stratégique. Est-ce qu'il faille que le ministre de l'Information vienne présenter une situation militaire? Ça se fait nulle part, madame. Vous voyez, en France, quand il y a des choses qui touchent à la guerre, c'est le ministre des Armées, je crois, qui vient en parler. Pourquoi nous voulons inventer là-haut? Et voilà que... Et encore, je ne sais pas si c'est vraiment une cacophonie, mais nous entendons quand même une certaine confusion dans ce qui est dit. Discordant. La veille, on dit une chose, le lendemain, nous voyons autre chose sur le terrain. Mais c'est le seul conseil que je peux donner, tout ce que je peux faire, c'est qu'il y ait une action coordonnée dans la communication. Vous savez, la communication, c'est une arme. Exactement, la guerre médiatique. Voilà, c'est une grande arme. Si nous avons une confusion à ce niveau, nous pouvons même désorienter le peuple. On ne peut pas gagner la guerre si le peuple ne se retrouve pas ou ne comprend rien de ce qu'on fait. Le peuple est très désorienté aujourd'hui. Si on ne comprend rien de ce qu'on fait. Je crois que prochainement, il faudra que le gouvernement fasse un effort pour que, au lieu d'improviser, qu'on sache que quand il faut parler, que le ministre de la Défense vienne parler. Je ne suis pas contre ce que fait le ministre de la communication. Je pense qu'il doit être là parce que c'est lui qui porte la voix du gouvernement. Il doit être là. Mais qu'il laisse plus le ministre de la Défense venir défendre les questions militaires. Moi, par exemple, je n'irai pas m'aventurer sur ce terrain-là parce que je ne connais pas grand-chose. Il y a des subtilités, il y a des choses sur lesquelles il faut faire très attention. Alors que on peut poser une question qui nous paraît très simple, mais sur lesquelles on va répondre, mais on va même donner des munitions aux ennemis. Donc je crois que prochainement, je vais conseiller au ministre Mouyaya de se faire accompagner de son collègue de la Défense, à qui il laisserait, à mon avis, la direction de la communication de la guerre. Mutualisation des forces. Je sais que vous maniez très bien la langue de Molière. Les gens ne comprennent pas. Mutualisation, ça veut dire quoi? Mettre ensemble nos forces, nos capacités, ce que nous avons, entrer dans le territoire de l'un ou de l'autre, parce que est-ce que c'est seulement l'Ouganda qui viendra chez nous ou ce sera le contraire? Alors le peuple qui est aujourd'hui très désorienté veut comprendre ça veut dire quoi mutualisation des forces pour combattre les rebelles ADF aujourd'hui. Madame, je risque de me retrouver du côté du peuple et de dire que j'ai du mal à comprendre aussi ça? À comprendre. Non, ce que je peux dire et que je comprends en responsable, c'est que
le pays est à un virage crucial. Nous sommes aujourd'hui en proie à une guerre... vous allez dire asymétrique. Aujourd'hui, les gens disent qu'elle n'est plus asymétrique parce qu'il y a deux armées qui se... Bon, non, la guerre est asymétrique parce que l'ennemi ne fait pas la guerre conventionnelle. Qui est l'armée ougandaise qui puisse mettre ensemble leurs efforts? C'est ce que je peux comprendre sur la mutualisation des efforts. Mettre ensemble des efforts pour arriver à faire échec à un ennemi commun qui a frappé il n'y a pas longtemps en Ouganda en mettant des explosifs. On parle de l'ADF. Que les deux armées se mettent ensemble, c'est tout à fait normal. Sans passer par le Parlement, Clément Kankou? Sans avoir l'approbation du Parlement ici en RDC et en Ouganda aussi, les parlementaires se lèvent pour dire qu'ils ne connaissent pas cette histoire. J'ai suivi en Ouganda les parlementaires se plaindre. Certains, pas tous. Pas tous, c'est comme ici aussi. Se plaindre qu'on a envoyé leur armée au Congo sans qu'ils sachent pourquoi. Voilà. Combien de temps est-ce que ça a été préparé? Ça, c'est les parlementaires qui ont posé cette question. Madame, j'ai parcouru la Constitution. À moins que j'ai sauté quelque chose, je n'ai pas vu là où on a dit dans la Constitution que pour que le chef de l'État prenne une décision de mettre ensemble ou de recourir à une armée étrangère ou à recourir à une mutualisation, prenons ce terme-là, qu'il faille recourir à une autorisation du Parlement. Je n'ai pas vu ça. Mais je dis ceci, parce qu'il y a quand même les élus qui sont là. Il eût fallu à un moment, parler avec les élus pour expliquer, même à travers la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale ou du Sénat, justifier ce qui se passe sur le terrain. Parce que ce sont les élus qui vont expliquer à la population ce qui se passe. Mais il y a aussi une contrainte. C'est la contrainte d'ordre tactique et stratégique. Vous avez vu que dans ce Parlement, on se plaint à un moment qu'il y a des élus qui sont dans les groupes armés. Ok, quitter les groupes armés. Quand on dit quitter les groupes armés, est-ce que, si vous n'êtes pas sûr, je n'accuse pas, je veux vraiment rester le plus prudent possible. Je veux parler sous le contrôle du président de l'Assemblée nationale, qui a demandé à ce que certains élus quittent le groupe armé. Est-ce que vous pensez que, stratégiquement parlant, l'armée, avant de poser certains actes, devrait revenir à ceux sur lesquels pèsent des soupçons d'être de connivence avec les groupes armés, leur dire que voilà le plan, voilà ce que nous allons faire. Je pense qu'il y a une petite contrainte à ce niveau-là, mais ça va dans tous les sens. Vous savez aussi que notre propre armée, il y a beaucoup d'infiltration. C'est là où je dis toujours qu'il faut qu'on puisse nous affranchir de l'héritage de 1+4. 1+4, c'est quoi? Ah là, il y a eu un brassage. 1+4 nous a amené le brassage, le mixage. Créer une armée sur base des arrangements politiques et sous influence des forces étrangères ou des puissances étrangères, en parlant de Ouganda, Rwanda, qui nous ont amené les gens qu'eux ont formés. Donc ce sont ces gens qui font partie de notre armée aujourd'hui. Nous avons vu que les gens se plaignent que nous avons des officiers qui sortent de nulle part, des généraux qui n'ont pour seul cursus que d'avoir porté la valise d'un Ougandais ou d'un Rwandais, mais qui se retrouvent général au plus haut niveau de la chaîne de commandement. Donc je crois que nous devons commencer par nous affranchir. C'est pourquoi j'ai dit les réformes. C'est très important. Assainir l'armée, parce qu'à un moment, nous devons nous dire, nous avons une armée, c'est une armée congolaise. Ceux qui ne sont pas congolais ou qui présentent un risque d'infiltration. Comment le savoir? Il faut qu'on en parle. Comment le savoir? Il faut qu'on en parle. À un moment, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on casse vraiment les œufs, quoi, à un moment. Moi, je crois qu'on doit passer par là. Parce que ma petite réflexion que j'ai toujours tenue depuis des années, on ne gagne pas la guerre avec ceux qui l'ont créée, ceux qui l'ont entretenue et ceux qui y trouvent beaucoup d'intérêt à la maintenir dans ce qui l'alimentent. Malheureusement, la plupart ou beaucoup d'officiers sont accusés d'être parmi ceux qui entretiennent les exploitations illégales. Parce que la guerre ici, à un moment, il faut se dire qu'une bonne partie des raisons avancées, c'est l'exploitation illégale. Et que vous allez dans tous ces carrés miniers, vous trouvez des généraux, vous trouvez des agents de l'État qui préfèrent exploiter illégalement et entretenir cette insécurité. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue non plus que la guerre a commencé par un jour un groupe de Congolais qui ont accepté de trahir leur pays en venant ici avec le Rwanda et l'Ouganda. Je parle de
du fameux de l'AFDEL, en commençant par l'AFDEL. L'AFDEL. Madame, tant que nous n'avons pas fait ce que les Sud-Africains ont fait le lendemain de la fin de l'apartheid, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, on ne connaîtra jamais la vérité. On ne saura jamais comment a commencé ces milices, parce qu'il y a certaines de ces milices dont on dit qu'elles ont été créées par le pouvoir. C'est ce qu'on dit, je dis bien avec beaucoup de prudence. Mais c'est ce qui se dit dans les couloirs. Est-ce que c'est vrai? Si ça a été créé par certains responsables militaires qui sont connus, qui sont encore aux affaires, c'est que tout ce que nous allons faire, ça sera inutile. Donc il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Je dis encore, j'insiste, que le chef de l'État prenne le courage de mettre en place cette commission, vérité, justice et réconciliation. Ça existait déjà, mais peut-être que ce n'était pas d'application. Aujourd'hui, ça n'existe pas. J'ai dit ceci, madame, il n'y a pas de justice sans vérité. Et il n'y a pas de réconciliation sans justice. Il faut que le peuple sache qui a fait quoi, qu'est-ce que l'AFDEL nous a amené depuis une vingtaine d'années, que nous sommes en train de vivre une situation ubuesque, pratiquement insolite, où un grand pays, plus de 100 millions d'habitants, qui est pratiquement mis à genoux par des petits pays à côté. C'est une situation qu'on ne peut que voir ici au Congo, et parfois on a même l'impression de s'en accommoder. Parce que quand on est là toujours à crier, oui, le pays est occupé, le pays ceci, c'est comme si nous sommes en train de nous résigner, de montrer à ceux qu'on appelle force occupation qu'ils sont bien chez eux et que nous n'avons plus rien à faire. Mais vous avez il faut créer de nouvelles conditions pour que notre armée soit efficace. Clément Kanko, vous avez soulevé un point crucial. C'est l'identité aujourd'hui. Et nous avons ce problème depuis 1997. Moi, je le dis et je le redis toujours, depuis le départ du maréchal Mobutu en 1997, je n'ai plus de pièce d'identité. Qu'est-ce qui prouve que moi, je suis congolaise et vous, vous êtes congolais aujourd'hui? 20 ans plus tard, les enfants qui sont nés en 1997, comme ma fille, n'ont pas de pièce d'identité. Bon, vous allez nous... Qu'est-ce qui va prouver que ce général-là ou cet officier-là est congolais ou pas? Madame, comment le faire aujourd'hui? Ça, aujourd'hui, je vous donne tout à fait raison. Mais je dis aussi que le problème de l'identité, c'est le problème de l'état civil. Nous n'avons pas d'état civil. Ça veut dire quoi, état civil? L'état civil, mais la base même de l'administration qui peut justifier ton existence. On n'a pas ça? Nous l'avons où? Parce que quelqu'un peut s'appeler aujourd'hui Jérôme, demain il s'appelle Véron, le lendemain il s'appelle Astrid, le lendemain il s'appelle comme ça, et il n'y a pas d'archives, il n'y a rien. Nous devons commencer par construire notre administration, que notre administration soit en mesure de garantir ne serait-ce que cet archivage, où je pourrais venir dire que Madame Kimuntu, voilà, elle vient de telle province, voilà ça. On peut retracer, mais nous avons des difficultés. Qu'à cela ne tienne, nous parlons de l'armée. L'armée, aujourd'hui, beaucoup d'officiers... Quand vous dites infiltration, c'est ça, au fait, la base de l'infiltration. Beaucoup d'officiers, on se connaît. Je ne veux pas faire de l'arbitraire, mais je dis ceci. Nous devons construire une nouvelle armée, en partant sur des standards internationaux que nous tous nous connaissons. C'est-à-dire une armée professionnelle qui est basée sur la compétence. Vous recrutez les gens et puis vous formez une armée. Mais on ne peut pas partir sur base d'une armée créée pour la circonstance, un mixage de forces tantôt négatives, tantôt du gouvernement, tantôt des forces loyalistes. Une mixture qui ne peut produire que la bouillabaisse, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc je dis encore, je répète, madame, nous devons nous affranchir de cet héritage. L'héritage 1+4 est en train de miner le destin de ce peuple. Mais pourtant, on a dit que c'est grâce à ce 1+4 que le pays a été sauvé et que le pays n'a pas été désintégré, que Kabila a accepté de sauter un peu d'un pan de ses pouvoirs pour que le pays reste entier, non? Ceux qui ont créé l'instabilité ont trouvé le moyen d'y mettre un terme. Donc, nous disons les choses telles qu'elles sont. Quand les gens me disent que Kabila a sauvé le pays, soyons sérieux. Bon, c'est faux. Soyons sérieux. Nous savons tous qui décidait. Nous étions à Sun City. Nous savions qui donnait des injonctions. Nous savons. La communauté internationale était dedans. Tout le monde était dedans. On a créé l'instabilité au Congo pour que demain, on puisse nous imposer des choses. Vous savez... Et ça s'est fait nulle part ailleurs. C'est ce que je dis aux Congolais. Est-ce que 61 ans après, on ne peut pas marquer un temps d'arrêt? Se parler. Se parler, c'est dire pourquoi nous en sommes là. Le pays le plus riche du monde en termes de ressources, mais le pays le plus pauvre. Aujourd'hui, les Congolais
importe même les cure-dents, même les œufs. Un pays où vous jetez le noyau d'une mangue, il pousse tout seul. Vous avez toutes les saisons. Vous avez le poumon écologique, la deuxième forêt du monde, qui est ici au Congo. Vous avez tous les minerais stratégiques dont le monde a besoin pour vivre, pour respirer. Sans le Congo, on n'aurait pas de téléphone. Aujourd'hui, on parle des batteries, des véhicules électriques. On parle de tout ça. Tout ça est dans ce pays. Mais la seule chose qu'on nous a privé, c'est la sagesse. C'est pourquoi je dis que moi, j'ai pris mon bâton de pèlerinage pour aller chez tous les Congolais, leur dire qu'il faut qu'on se mette ensemble, qu'on arrête la distraction. On s'est laissé distraire par la vérité des urnes, la vérité de ceci. On tourne autour des thématiques qui, à la fin, ne sont comprises que par ceux qui les mettent sur la place publique, parce que nous sommes tous des politiciens, on sait comment ça se passe. Est-ce qu'on ne peut pas regarder l'intérêt de ce peuple, dire que voilà, nous voulons que les Congolais vivent bien chez lui, au lieu d'avoir comme patron, je ne veux pas stigmatiser une communauté, mais les Congolais sont pauvres. Le Congo est le paradis des expatriés. Exactement. Qui viennent avec un sac à dos et qui partent avec des avions. Il y en a, on a vu dans Panama Papers, nous avons vu maintenant dans le Congo. On va en parler tout à l'heure. Nous avons vu dans le Congo, c'est juste une petite incise, des gens qui sont venus ici du jour au lendemain, qui sont devenus millionnaires par acquaintance avec certaines personnalités. Donc je crois que les Congolais doivent comprendre que le destin de ce pays ne dépend que de nous-mêmes. Ça dépend de notre sérieux, de ce que nous voulons. Oui, vous dites que le destin de ce pays n'appartient qu'à nous-mêmes et tout ça. Mais quand on voit Congo Hold Up, Panama Papers, moi je me dis, je me pose la question, est-ce que c'est la faute de la communauté internationale? Quand on cite les gens comme ça, est-ce qu'il y avait un Français, un Belge, un Américain qui était derrière ces gens-là pour leur dire voler, détourner et tout ça? Quelle est la place de la responsabilité du Congolais lui-même dans le déclin de notre pays? Parce que beaucoup disent c'est la faute à la communauté internationale, c'est la communauté internationale qui fait ceci, c'est la communauté internationale, c'est la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui a créé les lois et qui a créé les puisque toute la faute aujourd'hui c'est la communauté internationale. Et la responsabilité du Congolais Clément Kankou dans la destruction de son propre pays. On se situe où? À 100%. 100%. Pourquoi mettre ça sur le dos des autres? Vous savez, le lendemain de l'indépendance, les Belges sont allés chanter dans les oreilles de Tchombe et les Katangais. Vous avez vu la sécession katangaise. Ça s'est fait au Kasaï. Vous avez vu l'empire, je crois, Sud-Kasaï. Donc, ça a toujours été pareil. Mais ils le font pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Parce que nous laissons les gens venir nous raconter, nous manipuler, tout simplement. C'est depuis 60 que ça existe. Est-ce que nous devons continuer? Même il n'y a rien de nouveau, madame. La guerre, l'AFDEL, c'est des choses qu'on a vécues dans ce pays pendant l'indépendance. On nous a fait du réchauffé avec l'AFDEL et avec la guerre de RCD et tous les autres. C'est pareil, c'est la même chose. C'est toujours des forces, des puissances étrangères qui viennent nous manipuler et on nous met dans une situation. Sommes-nous si manipulables? Le Congolais est aussi manipulable que ça? Nous sommes manipulables, mais moi j'ai cette mission, je dirais même, je pourrais dire même prophétique, de pouvoir dire au peuple congolais, la manipulation elle est là, faites attention. Avançons autrement, réfléchissons autrement. Parce que, qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Moi, mes enfants, quand ils regardent ce qui se passe au Congo, j'ai honte. Parce que les enfants savent que papa a été ministre, papa a été député, mais on voit ce qui se passe dans le pays, les enfants me regardent et me disent, mais vous allez où avec ça? J'ai même honte parfois devant mes enfants. Et ça, c'est pareil avec la nouvelle génération, des gens qui ne comprennent rien de nos petites manigances politiques. Donc je crois qu'à un moment, il faut qu'on arrête, qu'on avance, qu'on sache que bon, le Congo, pourquoi on ne manipule pas les Arabes? C'est ça que moi, je n'ai jamais compris. Les Asiatiques, les Arabes, les Indiens. Pourquoi on ne les manipule pas? Pourquoi nous, on Pourquoi seulement nous? C'est parce que nous devons à un moment nous dire, est-ce que c'est nous qui laissons la porte ouverte? C'est nous qui sommes faibles? C'est ça la question. Un homme sage, c'est celui qui sait se remettre en cause. Moi, je dis que la société congolaise, la nation congolaise doit se remettre en cause à un moment, c'est dire que nous avons des problèmes. Nous devons réfléchir ensemble. Madame, je suis allé voir mes amis de la Mouka en son temps, il y a 2 ans. Je suis allé chez Martin Fayulu, je suis allé au MLC, je suis allé même chez les gens de Cash, je me rappelle que c'était Mayo et tous les autres. Je suis allé porter ce message il y a 2 ans, le message que je suis en train de vous dire aujourd'hui. J'avais lancé la campagne pour la paix et la réconciliation nationale.
Mais les gens m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre, que j'étais en train de raconter ma vie. Aujourd'hui, nous en sommes où? Il y a un blocage. Nous avons, je dirais même pas un blocage, mais nous sommes en train de gaspiller du temps, gaspiller de l'argent. Et cet état de choses fait que nos populations sont en train de mourir à l'Est parce que, vous voyez, nous prenons des décisions, mais nous ne regardons pas dans la même direction et l'ennemi en profite. Malheureusement. Cela me pousse à vous poser la question par rapport aux catholiques. Est-ce que les catholiques aujourd'hui, Clément Kankou, ont-ils cédé ou ont-ils réfléchi comme vous, l'intérêt de la nation? On laisse cette guéguerre avec le gouvernement, avec l'autorité en place pour le bien-être des Congolais et pour que nous puissions avancer. Est-ce que c'est une faiblesse de l'Église catholique ou c'est une remise en question, comme vous le dites? Non, j'aurais du mal à mettre dans l'état d'esprit de catholiques quand ils ont décidé de mettre... un bémol, ils ont dit une détente dans leurs actions. Mais je me réjouis. Je me réjouis que ce soit au niveau de l'État, qui est donc à la tête le chef de l'État, qui ait cet élan de mettre de l'eau chacun dans son vin pour qu'on puisse regarder dans la même direction. Je salue cette, je ne dirais pas rapprochement, mais je salue ce dégel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons vu l'État, les ténors, les piliers de l'État se déplacer vers l'Église catholique, vers l'Église protestante. Et j'espère qu'ils le feront avec les autres confessions religieuses pour aller atténuer les choses, pour aller trouver, je dirais, un terrain d'entente. Parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, qu'il y a une confusion. Et parfois, la confusion, les gens en profitent pour s'aimer la zizanie et la division ne nous avance pas. En tout cas, je salue aujourd'hui cette dynamique qui s'est installée entre le gouvernement, l'État congolais et l'Église catholique et l'Église protestante qui se sont mis d'accord sur l'essentiel apparemment et qui ont chacun de son côté pris la résolution d'œuvrer ensemble, d'aller dans la même direction pour l'intérêt du peuple congolais. Clément Kankou, je reviens au Congo hold-up. Vous êtes un fin politicien, une élite de mon pays. Quel est le but, la finalité de tous ces rapports aujourd'hui? Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on nous sort des rapports comme ça et les gens ont peur. On m'a dit de vous poser la question, vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce que dans 2-3 ans, il n'y aura pas un autre Congo hold-up pour Félix-Antoine Tshisekedi? Ce sera comme ça pour chaque président, des rapports et des rapports. Quelle est la finalité dans tout ça? Le meilleur moyen d'éviter qu'il y ait un Congo hold-up pour vous, c'est de bien se conduire tout simplement. C'est vrai. On peut se poser la question sur la finalité et l'opportunité de ce rapport. Mais il n'en reste pas moins que ce rapport dit des choses graves. Vérifiable, vrai, parce que vous avez suivi l'IGF qui a presque, j'ai dit bien presque, dédouané Egal et Kabila, comme disent certaines sources. Donc, est-ce qu'on doit revérifier toutes ces données pour savoir si c'est vrai ou c'est faux? Parce qu'avec les Occidentaux ou les impérialistes, comme diraient certains, il y a toujours une idée derrière la tête. Madame, ce rapport a mis à nu un système mafieux, digne d'un régime prédateur. J'ai dit sous contrôle de résultats qui sortiront des enquêtes des juridictions attitrées. Parce que je ne peux pas aujourd'hui me fier à 100% à ce qu'a dit tel organe. Mais je me dis, il y a tellement de précisions. C'est tellement bien documenté. Quand on montre les niveaux d'accointance de l'ancien chef d'État avec certains opérateurs économiques et certaines opérations qui passent par la banque centrale, qui arrivent par une banque commerciale et dont on retrouve les fonds dans des biens acquis par les proches du chef de l'État. Je veux bien croire que c'est faux. C'est pourquoi j'ai dit que l'inspecteur général de l'IGF ferait mieux d'accompagner, de prendre comme élément ce qui est apporté par ces organes de presse et de faire ce travail avec la justice. Il faut que la justice puisse nous départir, qu'on nous dise qu'est-ce qu'il y a eu. Parce que madame, le danger c'est lequel? Vous l'avez dit. Si on ne fait rien aujourd'hui, demain, il y aura un autre Congo hold-up du gouvernement actuel. Exactement. Donc, il faut qu'on puisse y mettre un terme. Et il y a encore
il y a encore ce qui est encore plus grave. Il y a encore des dossiers qui sont d'actualité encore aujourd'hui. Le contrat chinois a encore des incidences sur l'économie de notre pays aujourd'hui. Si on doit nous sortir toutes ces manœuvres, toutes ces combines, si ça s'avère que c'est vrai, c'est que nous sommes en train de perdre encore de l'argent sur base de ces magouilles à partir des contrats léonins qui ont été signés par l'ancien régime et dénoncés par eux-mêmes. Rappelez-vous les confessions, je dirais entre guillemets, de Yuma, quand il déclare de lui-même qu'ils ont bradé les minerais de ce pays. Donc, il faut à un moment qu'on arrête. Tous ces Chinois dont on parle, tous ces Indiens dont on parle, sont ici en train de se la couler douce, en train de bouffer les dividendes de cette... je dis bien entre guillemets, cette escroquerie. Pourquoi on doit continuer à les laisser faire? Il y a encore des Congolais qui sont là, qui ont été cités, mais qui sont même aux affaires aujourd'hui. Vous parlez de l'ancien régime, mais il y en a qui sont même dans le gouvernement de M. Tshisekedi, dont on parle de leur implication dans ces affaires. Vous avez vu, Clément Kankou, les tweets entre les deux ambassadeurs, l'ambassadeur de Chine et l'ambassadeur des États-Unis. Chacun veut tirer la couverture de son côté, mais la RDC ne dit rien, là, ne pipe mot. On fait quoi? Le contrat chinois, quand ça a commencé, madame, vous étiez avec nous, vous nous avez vu comment nous avons protesté énergiquement contre ce contrat qui était une nébuleuse. Aujourd'hui, vous voyez la réalité de ce que nous avions déjà dénoncé à l'époque. Il y a des Congolais qui se sont arrogés, qui se sont donné des actions, des Congolais dans ce contrat chinois. Qui peut me donner la nature juridique aujourd'hui de l'hôtel du fleuve? Qui peut me parler de la cité Oasis? Parce que apparemment ça fait partie du contrat, mais aujourd'hui ça appartient à une famille. Qui peut me parler de la cité qui est construite à Motel Fikine, qui est construite par les Chinois? Je ne connais pas la nature. J'aimerais bien qu'on m'explique quelle est la relation avec le fameux contrat chinois. Madame, nous sommes quand même endettés. C'était un contrat de plus de 6 milliards de dollars que moi et toi nous allons payer, que nos enfants vont continuer à payer. Pourquoi on doit laisser les gens en profiter comme ça, indûment, impunément, sans qu'on puisse faire quelque chose? Il faut qu'à un moment, je suis d'accord avec vous, il y a un problème. Le gouvernement actuel, moi je suis libre de penser. Ce gouvernement m'a déçu sur cette question. Les passeports. Tout le monde a su que les passeports, c'était l'affaire d'une famille. Mais pourquoi nous avons continué avec le même système, même si on a quand même baissé le prix? C'était un scandale de voir qu'une famille prenait à peu près 80% sur le passeport et que le Trésor ne prenait que 20%. Les permis de conduire, les plaques d'immatriculation, c'est toujours la même famille. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Ce gouvernement devrait à un moment arrêter cette histoire de GoPass, qui est une grosse manipulation encore, qui tourne autour de l'ancien régime. Mais aujourd'hui, on dit aussi qu'il y a une autre famille aujourd'hui qui se la coule douce au Katanga, qui a aujourd'hui, qui se permettent d'avoir des carrés miniers et tout ça. Mais vous ne condamnez pas cette famille-là par rapport à l'autre famille. Madame, si nous ne condamnons... Nous savons tous de qui il s'agit. Si nous ne condamnons pas ceux pour qui nous avons des éléments probants, s'il vous plaît, oui. Ceux pour qui on amène même des enquêtes avec des précisions millimétrées. Si même ça, nous ne pouvons pas dénoncer, comment vous allez dénoncer ceux qui passent pour des rumeurs pour le moment? Parce que personne n'est venu... D'ici 2 ans, d'ici 3 ans, ça ne sera plus de rumeurs. Aujourd'hui, ce sont des rumeurs. Aujourd'hui, ce sont des rumeurs. Dans 2-3 ans... Mais si vous ne les condamnez pas, comment les autres vont voir que c'est mauvais? Si on voit aujourd'hui... Qu'est-ce qui s'est passé en Angola? Quand le président est arrivé, il a fait l'opération main propre. Les enfants de Dos Santos, ils se sont même retrouvés en prison. Parce que les gars ne rigolent pas. Est-ce que les propres enfants ne feront pas la même chose? Mais si nous disons que nous ne devons pas fouiner dans le passé, nous disons que bon, nous devons nous accommoder de tout ça, un coup, l'IGF essaie un peu d'arrondir les angles, alors que nous avons vu son activisme. C'est l'IGF, il y a quelques semaines, qui nous a parlé des gars là. Je suis quand même étonné de ces revirements quand même, parce qu'il faut quand même rendre compte au peuple. Quand on parle du peuple d'abord, c'est qu'il ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour des cadavres sauvages. Quand on dit des choses, il faut qu'à un moment on puisse s'assumer. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous nous avez bassinés dans cette histoire d'égal, dans cette histoire de ces banques-là, dont je ne citerai pas le nom, ce sont des banques commerciales. Et puis du jour au lendemain, vous venez nous dire que non, nous ne sommes pas sûrs parce qu'il faut des preuves. Non, on va être sérieux à un moment. Avant de nous engager dans une démarche, il faut être sûr. Mais la meilleure des choses à faire, aujourd'hui, je dis encore, c'est la justice. Si cette justice pose problème... Les Congolais n'y croient pas, n'y croient vraiment pas. C'est pourquoi je vais y arriver. Avec la fuite de Willy Bakonga et tout ça. Il faut pour moi des chambres spécialisées. Des chambres sécurisées. Spéciales. Des chambres spéciales où on prend
on prend une chambre, comme on voit dans d'autres pays, une chambre qui ne dépend pas que de nous, pour que nous puissions aussi, c'est vrai que la souveraineté, il va de quelque chose, mais il faut donner la possibilité à ceux qui aient une sécurité dans les affaires de justice. La fuite de Willy Bakonga, Clément Kankou, ça ressemble vraiment à Prison Break, on ne comprend rien. Comment il est sorti de la prison aussi légalement, entre guillemets, que possible, et aujourd'hui, on cherche à le faire rentrer. Mais qui peut donner la permission comme ça, c'est que quelqu'un puisse sortir, et aujourd'hui, tout le monde se dédouane. C'est ça le Congolais. Je ne suis pas responsable de ça, mais comment Willy Bakonga s'est retrouvé dehors? Je pense, madame, que quand il y a une telle cacophonie, il faut que l'autorité compétente s'explique. Et dans cette matière, c'est le ministre de la Justice qui doit nous expliquer. On ne va pas commencer à spéculer. On attend toujours la version officielle. On ne va pas commencer à spéculer. Moi, je ne vais pas spéculer sur ces questions-là. Mais j'ai vu dans les réseaux sociaux une liste sur laquelle il y avait le nom de Willy Bakonga. Que c'était une liste pour le faire sortir de la prison, apparemment signée par le ministre. Je dis bien. Apparemment. J'ai dit apparemment parce que les réseaux sociaux peuvent créer beaucoup de... Mais j'ai vu aussi que la ministre elle-même s'est prononcée sur cette question en demandant que Willy Bakonga puisse retourner en prison. Exactement. Mais moi, j'ai un petit souci. Sur base de quoi le ministre peut demander à un prisonnier qui a été libéré de revenir? Parce que le ministre, ce n'est pas lui qui rend la justice. C'est le parquet, c'est le procureur. Le procureur, ce n'est pas la ministre de dire qu'il faut retourner en prison. Non, il faut que les choses se passent bien. Vous voyez la fameuse loi que nous avons tous regrettée avec Sakata, Minaku. C'est ça que cette loi voulait faire, qu'un ministre pouvait donner des injonctions au procureur. Mais si nous nous retrouvons dans la même situation où un ministre peut se réveiller un matin pour dire que je veux que telle personne se retrouve en prison, non. Il faut qu'on nous dise d'abord comment ce monsieur est sorti. Exactement. Et qui a donné des injonctions pour qu'il sorte. Il y a des gens qui ont signé. Et pourquoi on cache? Il faut qu'on nous dise, qu'on donne le nom du magistrat qui a signé. Il y en a déjà qui se dédouanent. Hein? Il y en a déjà qui se dédouanent. Bon, nous allons terminer toujours par Congo Up, nous y revenons. Est-ce que ce n'est pas une occasion, Clément Kankou? Beaucoup se posent cette question et les internautes m'ont dit de vous poser. Ce n'est pas une occasion en or pour Félix Antoine Tshisekedi de se débarrasser, je dis bien entre guillemets, de Joseph Kabila, qui a été à un moment une épine vraiment dans son orteil, qui l'a empêché de tourner en rond, permettez l'expression, il l'a empêché de travailler. Il y avait un blocage, on a accusé le FCC d'être l'élément qui bloque la bonne marche du gouvernement, c'est pour ça qu'il y a une séparation avec le FCC. Aujourd'hui, l'occasion est là, est-ce qu'il ne peut pas le livrer, dire la justice, il est temps de faire des enquêtes comme ça se fait ailleurs, et puis on va voir. Quel intérêt il a à faire ça? Comment ça, quel intérêt? Quel intérêt il a, lui, à se faire justice? Je trouve que nous avons une justice qui est indépendante. Que la justice fasse son travail. Si le citoyen Joseph Kabila, qui est citoyen ordinaire, même s'il est revêtu d'un titre honorifique qui est président honoraire, c'est un citoyen ordinaire. Si un jour la justice veut lui poser des questions, comme nous l'avons vu en France, Sarkozy s'est retrouvé même en garde à vue. Nous avons vu en Israël, le président s'est retrouvé en prison. Nous l'avons vu ailleurs. Si la justice doit lui poser des questions, il faut que le président Kabila, à la place du président Kabila, au lieu d'envoyer les gens dans tous les réseaux pour aller dénoncer un coup des impérialistes ou le grand complot contre Joseph Kabila, moi, à la place, je crois qu'il ferait mieux de demander à ce que la justice fasse son travail. S'il doit se dédouaner, s'il doit se justifier, qu'il puisse se justifier, parce que ça va quand même de son honneur. Ça fait quand même 3 semaines qu'on ne parle que de lui. Et si il s'avère qu'on le cite abusivement, même un organe de presse étranger, tu peux l'attaquer en justice. Il peut le faire. Donc je ne pense pas qu'il faut mettre ça sur le dos du président actuel. Puisque beaucoup disent qu'il est peut-être celui qui tire les ficelles dans l'ombre. Je ne peux pas répondre sur cette question dans la mesure où je ne suis pas dans sa pensée et encore moins son porte-parole. Mais ça m'étonnerait quand même. Dernière question, c'est par rapport à la diaspora, en quelques poussières de secondes. Il y a eu un forum ici par rapport à la diaspora. Mais pourquoi aujourd'hui, vous êtes de la diaspora, je sais, pendant un moment aussi, le président aussi a vécu un moment à l'extérieur. Pourquoi aujourd'hui, on ne parvient toujours pas à canaliser officiellement les efforts de Congolais de l'extérieur pour qu'aujourd'hui, il y a quand même une diaspora unie, forte, qui participe réellement au développement? C'est vrai qu'ils vont nous dire qu'ils envoient beaucoup d'argent par les organismes qui donnent de l'argent, je ne peux pas les citer ici, mais
pragmatiquement, officiellement, la diaspora congolaise ne pèse pas. Il n'y a pas de lobby congolais, il n'y a rien. À part les combattants qui empêchent, qui se battent. Je suis d'accord avec vous à 100%. C'est toujours le même problème de la division, madame. Dans la diaspora, il y a plusieurs sensibilités. Il y a plusieurs camps. C'est tel et de tel acteur politique, l'autre est de telle sensibilité tribale. Oh là là. Le jour qu'on va se mettre d'accord, comme on voit les Maliens le faire chez eux. Exactement, les Sénégalais, les autres. J'ai une expérience quand j'étais ministre, j'ai été invité dans une mission officielle au Liban. On a été convié à un congrès de la diaspora. Pendant une semaine, j'ai vu comment ça pesait, parce que vous savez qu'il y a beaucoup plus de Libanais en dehors qu'à l'intérieur. Et ces gens, pendant ce congrès, ils avaient le temps de parler de leurs problèmes. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'avais aussi proposé ici qu'il y ait un congrès annuel de la diaspora, que toute la diaspora vienne, qu'on puisse organiser la diaspora pour canaliser ces efforts. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir une diaspora divisée, alors que s'ils étaient ensemble, ils auraient même une banque. Au lieu de donner l'argent à ceux que vous ne voulez pas citer le nom, des messageries financières, ils peuvent même avoir une banque de la diaspora. Imaginez-vous que l'argent que la diaspora envoie au Congo dépasse l'argent qu'on nous envoie pour le développement. Donc, si les Congolais sont sérieux, ils se mettent ensemble. Ils peuvent faire des grandes choses. Tout ça, c'est le problème de la division, malheureusement, qui est entretenu parfois par le pouvoir, par les politiciens. Alors que les Congolais, la diaspora, il faut répondre aux préoccupations de la diaspora. Ce que la diaspora peut apporter ici, c'est énorme. C'est des gens qui sont allés étudier, qui ont accumulé des connaissances, qui ont des moyens. Mais parfois, ils se retrouvent bloqués ici parce qu'il y a une incompréhension avec le pouvoir. C'était pareil avec le pouvoir passé. Aujourd'hui, il y a une grande amélioration parce que vous venez, même quand vous n'avez pas la nationalité, on vous donne la possibilité d'avoir un visa sur place. Il y a toute une détente, alors qu'à l'époque, vous vous rappelez, pour que quelqu'un vienne ici, il fallait qu'un certain roi qui était dans ce pays, qui aujourd'hui est là où il est, puisse... il n'est pas en exil, hein, il est quelque part. Que ce roi-là donne son accord pour avoir un visa. C'est le même qui donnait un accord pour avoir un passeport. C'est le même qui donnait un accord pour que tu puisses rentrer dans ce pays. Vanité des vanités. Aujourd'hui, lui-même, il est terré dans un trou. Donc, je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut que nous puissions avancer, faire comme tous les peuples du monde, donner des possibilités à la diaspora. Nous avons une forte diaspora qui peut utilement contribuer au développement de notre pays. Merci beaucoup Clément Kankou, merci en tout cas pour votre participation à ce spécial débat. Merci à vous tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de votre attention et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois parce que l'actualité est toujours bien vivante. On va se retrouver prochainement. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo.